Yarana, merci d'être avec nous. Dans l'actualité ce soir, ce sont des images qui resteront dans les mémoires, dans celles du personnel de la morgue de l'hôpital surtout. Ils n'avaient jamais connu pareille situation. Avec une dizaine de morts par jour, les cercueils s'empilent dans des containers réfrigérés. Et certains s'interrogent, la solidarité nationale est-elle bien au rendez-vous? Non, dit le maire de Maupiti. Wellington Raufo Oure nous dira pourquoi il estime que les renforts sanitaires ne sont pas suffisants. Et dans tout le pays, il est le seul archipel à se démarquer. Les Marquises sont en tête de classement avec un taux de couverture vaccinale supérieur à 60%. Les garderies tournent au ralenti. Le nombre d'enfants actuellement accueillis ne permet pas aux établissements de maintenir leurs effectifs. Certains employés sont aujourd'hui au chômage. 7,5 milliards de francs pacifiques, c'est la somme d'argent mobilisée par le pays pour aider les entreprises à l'arrêt. Cela concerne l'hôtellerie ou encore les restaurants. Nous verrons cela plus en détail avec Jeanne Pequet-Powira. Il y a des images qui valent 1000 mots et surtout qui ne s'oublient pas. Celle-ci illustre à elle seule l'ampleur de la crise épidémique. Voici l'un des containers dans lequel sont entreposés les morts du Covid à l'hôpital du Taoné. Habituellement, la morgue du centre hospitalier gère 1 à 2 décès quotidiens. Aujourd'hui, ce sont 20 à 25 morts qu'il faut traiter tous les jours et dans des conditions d'hygiène drastiques. Le reportage de Brigitte Olivier et Patrick Tsing. Un chant de départ pour un énième malade du Covid qui est mort seul. Alors les personnels prennent le temps de ce dernier hommage. Tout a changé dans le service depuis que l'épidémie tue massivement. Organisation, solidarité, expérience. Heureusement non, le service de thanatologie ne coule pas. On n'est pas débordé, on a beaucoup de travail, mais on n'est pas débordé. Une morgue hospitalière, elle a des plans, des schémas organisés pour des afflux importants de dépouilles, comme des types d'accidents d'avion, choses comme ça. Donc c'est technique, mais on sait faire. Une vingtaine de personnels de différents services sont venus prêter main forte aux 2 agents affectés ici, à plein temps. La chapelle, où l'on ne dit plus les prières, leur sert de refuge quand la fatigue est trop forte. Ça devient de plus en plus pesant. Le nombre de décès qui tombent est très dur à supporter pour les agents. 15 à 20 par jour, c'est beaucoup. Moi qui ai astreinte de la thanatologie depuis 8 ans, je ne suis pas partie récupérer énormément de défunts comme ça. Ils sont tous volontaires et ils ont eu très peu de temps pour s'adapter aux nouvelles directives du service. Désormais, tous les morts du Covid sont mis en housse et en cercueil directement dans leur chambre, puis transférés à la morgue où ils pourront faire l'objet d'une reconnaissance par un membre de la famille au travers de ce hublot spécialement fabriqué pour. Ils ne transitent pas par la salle des casiers mortuaires réservés aux autres causes de décès. Une fois les cercueils fermés, ils sont entreposés dans une chambre froide. Gros inconvénient de ce système qui garantit la sécurité de tous, le manque de temps accordé aux familles en deuil. On n'a pas le temps de les voir. C'est d'ailleurs ce qui est un petit peu perturbant pour les personnels, c'est que la relation aux familles n'existe plus dans ce contexte-là, où elle est réduite au strict minimum. C'est-à-dire qu'une partie du travail des services mortuaires, c'est d'accompagner un peu les familles, et ici, ça ne peut pas se faire. Les cercueils sont commandés dans les différentes entreprises funéraires de Tahiti, suivant des normes très strictes. Le bois doit être épais de 18 mm pour éviter toute fuite de fluides contaminants et zingué pour ceux qui sont rapatriés dans les îles. Car un mort du Covid est très contagieux, encore 48 heures après sa mort. Aujourd'hui d'ailleurs, les médecins s'inquiètent des conditions dans lesquelles les morts de la Covid sont veillés quand ils meurent à domicile, car le risque de contagion est alors très élevé. En 24 heures, 17 malades ont perdu la vie et autant de nouvelles hospitalisations pour un total de 395 hospitalisés à Taoné
et dans les établissements périphériques. À Outourwa, par exemple, 3 décès sont à déplorer aujourd'hui. 23 patients sont pris en charge à l'hôpital. Le docteur Thierry Bélier, le directeur de la circonscription santé des Îles-sous-le-Vent, nous en parlait hier soir. La structure est totalement saturée. Les moyens techniques ne sont plus en mesure de prendre en charge les patients gravement atteints. Réunis avec les autorités de l'État et du pays, les maires demandent des moyens. Willingson Raoufa-Ouré a également interpellé le haut-commissaire Dominique Sorin sur la mobilisation des renforts sanitaires. Monsieur le maire Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous estimez que les renforts sanitaires actuellement sur le territoire ne suffisent pas? Absolument. Le chiffre nous démontre d'ailleurs. Bonsoir à la Polynésie française, bonsoir Polynésie première. Je voudrais tout d'abord commencer à transmettre nos condoléances les plus sincères aux 2 familles qui ont été touchées par le décès des leurs, des nôtres, parce que ce sont des gens de Mopiti, originaires de Mopiti. Les familles Taurua et Tirihanui, je leur souhaite beaucoup de courage et que Dieu les bénisse. Effectivement, lors de notre visioconférence hier, j'ai pu également interpeller le haut-commissaire de la République pour simplement le rappeler que la France est une grande nation, une nation démocratique, et l'aide internationale dont la France projette sur les lieux des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, comme le rapatriement des étrangers vers la France. Là. Donc c'est pour ça que j'ai interpellé le commissaire, lui rappelant que la France, dans un délai très court, est capable de projeter des moyens humains et matériels avec des hôpitaux de campagne, avec des médicaments et j'en passe et des meilleurs. Donc nous sommes un pays français face à la situation sanitaire, puisque je rappelle que le président de la République a pris un décret sur la situation sanitaire de la Polynésie française et il faut-il le rappeler que nous sommes au-dessus du seuil que les Antilles-Guyanes rencontrent aujourd'hui. Ça fait partie d'une priorité. Alors, monsieur le maire, vous demandez des moyens, notamment pour la mise en place d'un hôpital de campagne à Outourwa. Nous avons perdu la liaison avec Maupiti, à Willingson Raoufa-Ouré, qui reviendra. Donc, qui était en direct avec nous pour faire un état des lieux sur la situation de Maupiti. Maupiti qui compte aujourd'hui 9 cas actifs de Covid. Et sachez qu'une nouvelle rencontre est prévue demain entre les maires des Îles-sous-le-Vent et les autorités de l'État et du pays. Et s'ils étaient jusqu'ici concernés uniquement par le couvre-feu, un confinement le week-end sera effectif à partir du 28 août à Rimatara. Dans cette île, 21 cas positifs ont été détectés et 14 sont en attente de résultats. À Tupuai également, 3 personnes sont hospitalisées et 43 sont actuellement isolées. Dans cet archipel, seul Rapa est encore épargné. Elle est la lueur d'espoir des autorités. La couverture vaccinale s'améliore sur le territoire, plus de 37% ce 26 août, un chiffre atteint en partie grâce à l'archipel des Marquises. Sur la Terre des Hommes, 80% des habitants de plus de 60 ans sont vaccinés. Résultat, aucune saturation de l'hôpital, mais surtout, les personnes atteintes du Covid ne présentent aucune forme grave de la maladie. À Nukuhiva, la commune appelle donc les jeunes à se faire vacciner, eux qui sont les plus grandes victimes du virus. James ou avec notre correspondante Marie Curva. Avec plus de 81% de personnes entièrement vaccinées, l'archipel des Marquises fait figure d'exception. À Nukuhiva, ce taux grimpe même à 87%. Malgré ces bons résultats, les autorités restent vigilantes. La population a bien compris. Il faut aller se vacciner pour se protéger et protéger la famille et bien sûr les personnes âgées. Les premiers cas de variant Delta ont été détectés le 29 juillet suite au retour de 2 agents partis en formation à Tahiti. L'un est originaire de Hivaoa et l'autre de Nukuhiva. À ce jour, l'archipel compte 140 cas actifs et seulement 2 personnes hospitalisées. Les Marquisiens ne sont pas concernés par le confinement. On est très content de pouvoir rester ouvert et aussi d'avoir pu être vacciné aussi avec toute ma petite famille. Et très content surtout de rester ouvert parce que c'est notre seul gagne-pain, notre boutique. Il était évident pour moi de me faire vacciner dès le départ. Et nous avons ici une chance aux Marquises
que nous avons pris la vaccination au sérieux dès le départ parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Tahiti, on est bien content de l'avoir fait dès le début. Ce que je pense de la situation sur Tahiti, c'est vraiment malheureux parce que j'ai beaucoup de familles sur place et de voir encore en fait notre pays retomber dans un confinement. Là, surtout à la capitale, ça fait beaucoup de peine. À Nuku Hiva, la moyenne d'âge des personnes atteintes de la Covid-19 est de 20 ans, raison pour laquelle un travail d'information et de sensibilisation doit être mené auprès de la jeunesse marquisienne. Nous avons un bon taux de vaccination, mais la crise n'est pas finie et nous devons poursuivre les vaccinations, ce que nous faisons sur l'ensemble des îles. Pour exemple, à Taiohae, tous les vendredis, nous ouvrons un vaccinodrome où nous vaccinons un peu plus de 100 personnes. Et notamment chez les jeunes où le virus circule beaucoup. À noter qu'en plus de la campagne vaccinale qui se poursuit, l'hôpital de Nuku Hiva propose un dépistage à la Covid-19 chaque jour dès lors que les personnes en ressentent les premiers symptômes. Les vaccinodromes éphémères sont en place, vous le savez, dans les établissements scolaires notamment. L'université a offert la possibilité aux étudiants et aux professeurs qui le souhaitent de se faire vacciner sur site. 85 en ont profité, un concept pratique pour certains, une chance pour d'autres. On écoute ces réactions recueillies par Jérôme Lee. C'est pratique que ce soit mis directement à l'UPF parce que ça évite d'aller dans des endroits. Enfin, ma première injection s'est déroulée dans un site qui avait été mis en place à Papeete. C'est pas du tout la même organisation. On était au soleil, on était collés, alors qu'ici, il y a bien le respect des distanciations. T'es pas au soleil. On a de la chance que ça soit mis à disposition pour nous. Déjà, et étant donné que je voulais travailler dans le tourisme, c'est meilleur que je sois vacciné maintenant plutôt que d'attendre et de risquer de contaminer aussi également ma famille ou autre. L'université réitérera cette action dans 3 semaines et je vous rappelle que des centres de vaccination sont ouverts à Tahiti et Moorea. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site internet de la Direction de la Santé. Les garderies sont autorisées à ouvrir leurs portes pour soulager les parents qui continuent de travailler, mais elles sont malgré tout désertées. Exemple à Tiperui, la crèche accueille en ce moment une vingtaine d'enfants, c'est 4 fois moins qu'en temps normal. Reportage signé Chiquitate Ivadarouzes et Hubert Liao. Contrairement au premier confinement, cette garderie de Tiperui accueille les enfants des employés de la santé et autres professions autorisées à travailler. C'est quand même intéressant parce qu'on peut quand même travailler. Au premier confinement, j'ai pas travaillé du tout et je voulais bien qu'une garderie soit ouverte et puis là c'est l'occasion, donc voilà, c'est juste à côté de chez moi en plus. Depuis lundi, l'effectif tourne autour d'une dizaine à une vingtaine d'enfants, toujours ravis de retrouver leurs camarades, mais pas seulement. On a fait des chasses au trésor. Aussi, tous les matins, on fait des ateliers manuels. Par exemple, aujourd'hui, on va faire des papillons avec des pinces à linge et des avions aussi. Parce que les activités sont bien, tu t'ennuies pas, t'as de quoi faire toute la journée. J'attends de faire la lecture. C'est pas. Lily, t'as réussi tout à l'heure. Une vingtaine d'enfants, c'est très peu par rapport à la centaine d'élèves reçus par l'établissement en temps normal. Conséquence, 11 tontons et tatis sur 16 se retrouvent temporairement sans emploi. J'ai la chance de venir travailler. Pour certains de mes collègues, je pense que d'un côté, c'est bien pour eux, qu'ils soient dans une bonne santé et qu'ils font attention à eux. Mais je pense qu'ils voudraient bien aussi travailler un peu pour avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Financièrement, on a une chute de nombre d'enfants présents. Nous aussi, on propose les repas à midi. Donc, on avait fait un stock pour pouvoir nourrir ces enfants. Et puis, il y a des nourritures qu'on ne pourra pas tout manger avec le peu d'enfants qu'on a. Les 3 moniteurs ont de quoi faire avec les enfants. Ici, l'atelier percussion de Tony remporte un franc succès. Nous, on a appris le tam-tam, on a appris les choses pour faire de la musique, comme le toiré.
aiment bien la musique comme je fais de la musique. J'arrive à faire de la flûte, ils ont apprendre le saxo, c'est moi. J'ai amené l'instrument de ma mère. Ma mère m'a dit oui. Des enfants qui feraient presque oublier la crise sanitaire pourtant bien présente. Avec un manque à gagner certain, si le confinement se prolonge, les garderies espèrent une aide du pays, une réduction de la TVA et de leur patente. Peut-être pas de réduction d'impôts, mais des paiements différés pour les entreprises contraintes de fermer, en tout cas. Une demande du ministre de l'Économie et des Finances, Yvonique Raffin, appelle les administrations à faire preuve de bienveillance et à ne pas appliquer de pénalités dues au retard de paiement. Le gouvernement redéploie son plan de sauvegarde des emplois, 7,5 milliards de francs Pacifiques, pour soutenir les entreprises et leurs salariés. Les explications de Nicolas Suire, Inacio Raveino et Patrick Singh. Dièse, DESETI, revenu exceptionnel de solidarité, convention de soutien à l'emploi, ces dispositifs d'aide restent actifs ou sont réactivés. Vient s'ajouter l'indemnité exceptionnelle qui est renouvelée jusqu'au 30 septembre pour les licenciements économiques et les emplois précaires. De même, le RES, le revenu exceptionnel de solidarité, créé pour la période de confinement de l'an dernier, est réactivé pour les 15 jours à venir. Enfin, et c'est la nouveauté, le CIS vient d'être créé. C'est la Convention d'insertion sociale. Elle est destinée aux foyers n'ayant aucun revenu. L'un des membres peut percevoir 50 000 francs par mois en échange de 20 heures de travaux d'intérêt général. Toutes ces aides sont calculées pour le second semestre et seulement si le confinement dure réellement 15 jours. Nous n'avons plus de réserves. Toutes les réserves ont été épuisées déjà pour la santé essentiellement. Et donc, voilà, c'est un exercice pas facile, mais je dois dire que je suis assez confiant puisque je vois que tout le monde joue le jeu. Et les nouvelles particularités concernent les secteurs fermés par le gouvernement, comme les coiffeurs et les esthéticiennes. Ils auront accès au RES et au CSE. Le ministre dit vouloir aider les entreprises et les pénaliser le moins possible. J'ai demandé aux contributions et à la CPS de différer un maximum tout ce qui est paiement d'impôts, l'impôt, la TVA, donc de donner des facilités de paiement à toutes les entreprises. Reste au gouvernement à s'entretenir avec les représentants de l'État pour s'assurer que les mesures d'aide de ce dernier demeurent inchangées et donc complémentaires au dispositif du pays. Et nous allons un peu plus dans le détail avec vous, Jeanne Péquette-Powira. Bonsoir. Bonsoir. Les mesures d'aide exceptionnelle à l'emploi réactualisées ont donc été présentées cet après-midi à la presse. Combien est-ce que cela coûte au pays ? Près de 25 milliards depuis mars 2020. Bonsoir Ayata. Plus personne ne l'ignore. Aujourd'hui, la menace Delta plane. L'état d'urgence sanitaire serait sans toute vraisemblance prolongé jusqu'au 15 novembre. Le taux d'incidence colossale est de 2800 cas pour 100 000 habitants. Autant dire que ça a évidemment un coût. Début 2021, on a donc 15 milliards qui ont été inscrits au collectif budgétaire, des mesures d'aide à l'emploi exceptionnelles qui ont pour moitié été utilisé à ce jour. Le reste le sera avant la fin d'année. C'est 7,5 milliards. Ce qui est sûr, Ayata, c'est que sur la ligne des dépenses figure celle la plus importante de la santé, qui est de 2,5 milliards, rien que pour cette vague variant. Alors, on le sait, Jeanne, le pays a ciblé des secteurs. Alors, quels sont ceux éligibles à ces aides ? Effectivement, depuis 15 jours en fait, avant que ne soit annoncé le durcissement des mesures sanitaires, le gouvernement avec l'État ont redoublé d'efforts pour soutenir les entreprises. On l'a entendu en mettant donc tous les moyens nécessaires et disponibles pour accompagner l'économie, la santé donc en particulier. Vous vous en doutez bien. Ainsi, à l'issue des rencontres entre les professionnels de l'hôtellerie, la restauration, les petits comme les grands patrons et bien entendu l'aérien, il a été décidé que l'ensemble de ces secteurs étaient éligibles. Oui, vous l'avez bien entendu,
les restaurants sont éligibles. Autre bonne nouvelle, si je puis dire, le ministre des Finances de l'économie en charge de la protection sociale généralisée a également demandé à la DICP, on vient de l'entendre, et à la CPS d'autoriser les reports d'échéance afin de ne pas accentuer les tensions pesant sur la trésorerie des entreprises. Et autre bonne nouvelle, le ministre des Finances et de l'économie a demandé aux services des établissements, on l'a également entendu, de faire preuve de bienveillance dans l'exécution des marchés publics et surtout de faire autant que possible de ne pas appliquer des pénalités de retard sur des chantiers retardés par des facteurs objectifs directement liés à la crise Covid. Ayata. On l'a bien compris, il s'agit de mesures d'aide exceptionnelles à l'emploi, mais où le pays va-t-il puiser cet argent et surtout, en a-t-il les moyens ? Ça, c'est une excellente question. Il faut que l'on joue collectif et c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir. C'est ce qu'a déclaré Yvonique Raffin, qui assure que l'ensemble des salariés auront un petit revenu réajusté en fonction des secteurs qui en ont le plus besoin. C'est donc sans aucun emprunt et comptant sur la solidarité gouvernementale avec des budgets redéployés sur tout simplement tout l'exercice en tenant compte bien sûr des secteurs à risque que le pays va accompagner l'économie. Ce que l'on sait, c'est que le secteur de la santé a de gros besoins évalués aujourd'hui à 2,5 milliards de francs, ce qui porte à 4 milliards l'argent injecté en très peu de temps. C'est une véritable gymnastique des chiffres, comme l'a dit M. Yvonique Raffin, qui l'assure. Le pays n'a pas de problème de trésorerie. Nous parlons bien d'une contrainte budgétaire. Il reste confiant, pariant sur la solidarité et la responsabilité collective. Et jusqu'ici, tout le monde joue le jeu, on l'a entendu. C'est une véritable lueur d'espoir, surtout en ce moment, en cette période sombre. Merci beaucoup, Jeanne Piquet-Powira, pour toutes ces explications. Le ministre des Finances qui a conclu cette conférence de presse en précisant que ce dispositif remodelé serait amené à évoluer en fonction des chiffres du CHPF la semaine prochaine. L'Ordre des médecins menace à son tour de renvoyer tous les malades du Covid vers la CPS. Une réponse à la missive envoyée par l'organisme la semaine dernière. Dans un courrier, la Caisse dénonçait en effet la délivrance d'arrêts maladie dus au cas contact et avertissait les médecins que les contrôles seront intensifiés. Des pressions qui n'ont pas plu à l'Ordre des médecins. Nedim Alwardi, son président, répond à Heidi Enko et Jérôme Lee. Ils viennent menacer les médecins qui sont au front. Tous les médecins généralistes sont au front dans leur cabinet, débordés avec des gens qui sont malades, vont dans les domiciles pour soigner, ensuite passent le relais au CHT quand ça ne va pas, qui lui-même est totalement débordé. La totalité de la communauté médicale travaille énormément. Prend des risques pour leur propre santé, prend des risques pour leur propre famille. Plusieurs médecins se sont retrouvés en réanimation. Et venir, pendant cette période difficile, pendant cette période d'altruisme, de dévouement de la communauté médicale, venir les menacer, ça, c'est absolument pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes insurgés. C'est la raison pour laquelle on trouve le procédé ignoble et qu'on a répondu. Mais c'est la raison pour laquelle on attend de la part de la CPS une réponse adaptée par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ils sont déconnectés, totalement déconnectés. Au chapitre scolaire, la présence des professeurs au sein de l'établissement bénéficie aux internes au collège de Hao. La continuité pédagogique est donc assurée 3 heures par jour. Quant aux élèves externes ou élèves touchés par le virus, l'enseignement se fait donc à distance. 8 collégiens sont actuellement isolés. Jean-Philippe Ritzler, le proviseur du collège, nous en dit plus au micro de Mathieu Allou. Ceux qui sont internes dans l'établissement, plus d'une centaine, 120 élèves qui sont présents, bénéficient de cet accompagnement éducatif par les équipes enseignantes, notamment, avec des horaires qui sont aménagés. Ils sont en salle de classe, une dizaine environ, par table, de façon à pouvoir travailler sur ces documents, sur ces supports pédagogiques, les mêmes que pour les autres élèves, de façon à ne pas créer d'écart et de différence entre les élèves externes qui ne sont pas au collège et les internes. Comme l'an dernier, le navire Aranoui a dû suspendre ses croisières. Ses rotations marquises sont désormais réservées uniquement aux fret tous les 15 jours. Et conformément aux restrictions sanitaires, le protocole de sécurité est renforcé sur le quai de Taïohae. La réception et le dépôt de marchandises est réalisé sous la surveillance des policiers municipaux pour une meilleure gestion des flux de personnes.
Un mot de sport, les Tikitois exclus des demi-finales de la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Ils se sont inclinés face aux Japonais 5-4. Le mental était au rendez-vous, mais la fatigue a pris le dessus. Les footballeurs polynésiens ont joué à 9 au lieu de 14. Les deux équipes ont joué les prolongations et c'est finalement l'équipe nippone qui a arraché la victoire. C'est carnet noir pour clore cette édition. Gwendoline Pan-Hey, cadre historique mais surtout grande amie fidèle de Nicole Bouteau, est décédée. Gwendoline Pan-Hey avait fondé avec l'actuel ministre du Tourisme le parti politique No'o Tenun'a. C'était en 2003. Forte de caractère et très investie auprès de la jeunesse, elle était aussi membre du CESC. Et puis nous avons appris avec tristesse la disparition d'un ancien collègue de Polynésie la Première. Carlos Rocchini s'en est allé la nuit dernière, arrivé en Polynésie à la fin des années 70. C'est tout naturellement qu'il avait intégré RFO où il avait exercé de nombreux métiers liés à l'audiovisuel. Il avait occupé le poste de chef d'opérateur de prise de vue avant de tirer sa révérence en novembre 2018. Le personnel de Polynésie la Première adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. L'information principale de ce soir concerne les dispositifs d'aide à l'emploi. Ils sont prolongés ou réactivés pour limiter l'impact du chômage. Dièse, DESETI, revenu exceptionnel de solidarité, convention de soutien à l'emploi, indemnité exceptionnelle et le revenu exceptionnel de solidarité sont à disposition. Un coût total de ces mesures, plus de 7,5 milliards de francs pacifiques. Et à la une de vos quotidiens, demain, la dépêche derrière les portes de la morgue du CHPF. Polynésie la Première vous propose ce soir 2 épisodes de la série Elementary avant de vous plonger dans les Jeux paralympiques. Merci pour votre fidélité. Demain et tout au long du week-end, vous retrouverez Maruki Duri et Vito Tapo. Bon week-end, prenez soin de vous et surtout restons solidaires pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps sans compter. Nous leur rendons hommage ce soir encore. Très belle nuit et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.